Chapitre 2. La loi de l'influence. L'influence est la véritable mesure du leadership. Rien de plus, rien de moins. À quoi ressemblent les leaders? Est-ce qu'ils montrent toujours une image de puissance, très charismatique et qui impressionne? Comment se mesure l'efficacité d'un leader? Est-ce que vous pouvez mettre deux personnes côte à côte et dire instantanément laquelle des deux est le meilleur leader? Ce sont des questions que les gens se posent depuis des centaines d'années. Une des leaders les plus efficaces de la fin du XXe siècle n'avait rien d'impressionnant à première vue. Quand la plupart des gens pensent à elle, ils imaginent une petite femme frêle qui s'est consacrée à servir les plus pauvres parmi les pauvres. C'était bien cela, mais elle était également un véritable leader. Je dis cela parce qu'elle avait énormément d'influence sur les autres. Si vous n'avez pas d'influence, vous ne serez jamais capable de mener les autres. Petite stature, grand impact. Luanda Varday, qui a travaillé avec elle sur le livre The Simple Path, a décrit la religieuse comme l'entrepreneur énergétique type qui a perçu un besoin et a agi en conséquence, bâti une organisation alors que tout était contre elle, formulé sa constitution et créé des filiales partout dans le monde. L'organisation que Mère Teresa a fondée s'appelle les Missionnaires de la Charité. Alors que d'autres ordres religieux de l'Église catholique ont décliné, le sien a grandi rapidement, atteignant plus de 4000 membres de son vivant, sans compter les nombreux volontaires. Sous sa direction, ses disciples ont servi dans 25 pays sur les 5 continents. Rien qu'à Calcutta, elle a mis en place un foyer pour enfants, un centre pour lépreux, un foyer pour les mourants et les indigents et un foyer pour tuberculeux ou malades mentaux. Ce genre de structure organisationnelle ne peut qu'être l'œuvre d'un vrai leader. L'impact de Mère Teresa s'étendait bien au-delà de son entourage immédiat. Les gens de tous horizons et de toutes les nations autour du monde la respectaient et quand elle parlait, les gens écoutaient. Peggy Noonan, auteure et ancienne rédactrice des discours présidentiels, a écrit un article sur le discours prononcé par Mère Teresa au National Prayer Breakfast en 1994. Il illustrait son degré d'influence sur les autres. Noonan a dit « L'establishment de Washington était là, ainsi que quelques milliers de chrétiens nés de nouveau, de catholiques orthodoxes et de juifs. » Mère Teresa parla de Dieu, d'amour et de famille. Elle dit que nous devons nous aimer les uns les autres et nous soucier les uns des autres. Il y eut d'importants murmures d'approbation. Mais à mesure que le discours continuait, il devint plus directif. Elle parla des parents malheureux dans les maisons de retraite qui souffrent parce qu'on les a oubliés. Elle demanda « Sommes-nous prêts à donner jusqu'à ce que cela nous fasse mal afin d'être avec nos familles ou donnons-nous la première place à nos propres intérêts ?» Les baby-boomers commencèrent à se tortiller sur leur siège. Et elle poursuivit « Je sens que le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est l'avortement, dit-elle. Et elle leur dit pourquoi en termes intransigeants. Pendant environ 1,3 secondes, il y eut le silence, puis les applaudissements envahirent la salle. Mais tout le monde n'applaudit pas. Le président et la première dame, Bill et Hillary Clinton, le vice-président et Madame Gore restèrent de marbre, sans bouger un muscle comme au musée de Madame Tussaud à Londres, équivalent du musée Grévin à Paris. Mère Teresa ne s'est pas arrêtée là non plus. Quand elle eut terminé, il n'y avait pour ainsi dire personne qu'elle n'avait pas offensé. Si n'importe quelle autre personne avait fait ces déclarations, les réactions des gens auraient été ouvertement hostiles. Ils l'auraient huée, conspuée, ou seraient partis en fulminant. Mais l'orateur était Mère Teresa. Elle était probablement la personne la plus respectée de la planète à cette époque-là. Tout le monde écoutait donc ce qu'elle avait à dire, même si beaucoup d'entre eux étaient violemment en désaccord avec ce qu'elle disait. En fait, chaque fois que Mère Teresa parlait, les gens écoutaient. Pourquoi? Parce qu'elle était un véritable leader. Et quand le véritable leader parle, les gens écoutent. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Le leadership n'est pas. Les gens se font souvent de fausses opinions sur le leadership. Quand ils apprennent que quelqu'un a un titre impressionnant ou qu'une position de leadership lui a été attribuée, ils en déduisent que c'est un leader. Parfois, c'est vrai. Mais les titres n'ont pas beaucoup de valeur quand il s'agit de mener. Le véritable leadership ne peut être ni décerné, ni désigné,
ni attribuée. Il n'émane que de l'influence, et celle-ci ne peut pas être mandatée. Elle doit être gagnée. La seule chose qu'un titre peut offrir, c'est un peu de temps, soit pour accroître votre niveau d'influence, soit pour le miner. 5 mythes concernant le leadership. Il y a beaucoup de fausses opinions et de mythes que les gens endossent au sujet des leaders et du leadership. Voici les 5 les plus usuels. 1. Le mythe du management. Une erreur très répandue consiste à croire que mener et diriger sont une seule et même chose. Il y a encore quelques années, des livres prétendant traiter du leadership étaient souvent en fait sur le management. La principale différence entre les deux est que le leadership consiste à influencer les gens pour qu'ils suivent, alors que le management se concentre sur le maintien des systèmes et des processus. Comme l'ancien PDG de Chrysler, Lee Iacocca, observa avec ironie, parfois, même le meilleur des managers est comme le petit garçon avec le gros chien, qui attend de voir où le chien veut aller afin qu'il puisse l'y conduire. Le meilleur moyen de tester si une personne peut être un leader plutôt qu'un simple manager est de lui demander de créer un changement réel. Les managers sont capables de poursuivre une direction, mais pas de la changer. Pour conduire les gens dans une nouvelle direction, il faut avoir de l'influence. 2. Le mythe de l'entrepreneur. Souvent, les gens supposent que tous les entrepreneurs sont des leaders. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les entrepreneurs sont compétents pour identifier des opportunités d'affaires. Ils voient les besoins et savent comment y répondre pour produire un bénéfice. Mais ils ne sont pas tous bons dans leur relation avec les gens. Beaucoup sentent le besoin de collaborer avec quelqu'un de plus compétent qu'eux en la matière. S'ils ne savent pas influencer les gens, ils ne peuvent pas être des leaders. 3. Le mythe de la connaissance. Sir Francis Bacon dit « La connaissance, c'est le pouvoir ». La plupart des gens, croyant que le pouvoir est l'essence du leadership, en déduisent naturellement que ceux qui sont en possession de la connaissance et de l'intelligence sont des leaders. Mais ce n'est pas automatiquement vrai. Vous pouvez visiter n'importe quelle université renommée et rencontrer de brillants chercheurs scientifiques et des philosophes dont la capacité de réfléchir est si élevée qu'elle crève le plafond des graphiques, mais dont l'aptitude à être un leader est si faible qu'elle ne figure même pas sur les graphiques. Le QI n'est pas nécessairement assimilable au leadership. 4. Le mythe du pionnier. Une autre idée fausse est de croire que quiconque est en tête d'un cortège est un leader. Mais être le premier n'est pas toujours la même chose qu'être un leader. Par exemple, Sir Edmund Hillary fut le premier homme à atteindre le sommet du mont Everest. Depuis son ascension historique en 1953, beaucoup d'autres l'ont suivi en réalisant également cet exploit. Mais cela ne fait pas d'Hillary un leader. Il n'était même pas le leader de cette expédition-là, c'était John Hunt. Et Hillary accompagnait un autre leader, Sir Vivian Fuchs, quand il marcha jusqu'au pôle Sud en 1958 comme membre de la Commonwealth Transantarctic Expedition. Pour être un leader, une personne n'a pas seulement besoin d'être en tête, mais d'avoir des gens qui la suivent intentionnellement, lui et ses directives, et agissent conformément à sa vision. 5. Le mythe du poste. Comme il a été dit plus haut, la plus grande méprise concernant le leadership est que les gens croient qu'il est basé sur le poste occupé, ce qui n'est pas le cas. Stanley Ofty affirma « Ce n'est pas le poste qui fait le leader, mais le leader qui fait le poste ». Regardez ce qui s'est passé il y a plusieurs années chez Cordant, l'agence de publicité connue auparavant sous le nom Saatchi & Saatchi. En 1994, des investisseurs institutionnels de Saatchi & Saatchi obligèrent le conseil d'administration à renvoyer Maurice Saatchi, le PDG de l'agence. Quel fut le résultat? Plusieurs cadres supérieurs le suivirent, ainsi que beaucoup des budgets les plus importants de l'agence, y compris British Airways et Mars, le fabricant de friandises. L'influence de Saatchi était si grande que son départ provoqua la chute immédiate des actions de la compagnie de 8,5 $ à 4 $ l'action. Ce qui s'est passé résultait de la loi de l'influence. Saatchi perdit son titre et son poste, mais il continua à être le leader. Qui est le véritable leader? Il y a plusieurs années, le jeu télévisé To Tell the Truth, qui dit vrai, était très populaire. Voici comment il fonctionnait. Au début de l'émission, 3 candidats prétendaient être la même personne. L'une disait vrai et les 2 autres étaient des comédiens.
3 célébrités étaient mises à l'épreuve pour poser des questions aux candidats et devaient identifier quelle personne disait la vérité à la fin de l'émission. Très souvent, les comédiens ont réussi à tromper les invités et le public. Quand il s'agit d'identifier un vrai leader, la tâche peut être beaucoup plus facile. N'écoutez pas les affirmations de la personne prétendant être le leader. Ne regardez pas son curriculum. Ne vous fiez pas à son titre. Vérifiez seulement son influence. La preuve du leadership se trouve chez les suiveurs. J'ai personnellement appris la loi de l'influence quand j'ai accepté mon premier emploi à la sortie du collège. J'avais toutes les bonnes références. J'avais le bon diplôme. J'avais une bonne idée des tâches qui m'attendaient en raison de la formation que j'avais reçue de mon père. J'avais la position et le titre de leader de l'organisation. Dans le fond, j'avais un très bon CV, mais cela n'a pas fait de moi le vrai leader. Lors de ma première réunion du conseil d'administration, j'ai vite compris qui était le vrai leader, un fermier prénommé Claude. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Quand il faisait une suggestion, les gens le respectaient. Quand il dirigeait, les autres le suivaient. Si je voulais avoir un impact, il faudrait d'abord que j'influence Claude. Lui, à son tour, saurait influencer tous les autres. C'était la loi de l'influence à l'œuvre. Le leadership, c'est... La vraie mesure du leadership est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre britannique, disait « Être au pouvoir, c'est comme être une lady. Si vous êtes obligé de dire que vous en êtes une, vous ne l'êtes pas. » Si vous observez la dynamique qui se produit entre les personnes dans à peu près tous les aspects de la vie, vous verrez des gens mener et d'autres suivre, et vous remarquerez que la position et le titre ont souvent peu à voir avec qui est vraiment le meneur. Cela étant, pourquoi certaines personnes apparaissent-elles comme leaders, tandis que d'autres ne peuvent pas influencer les autres, peu importe les efforts qu'elles y mettent? Je crois que plusieurs facteurs entrent en jeu. 1. La personnalité. Qui ils sont. Le vrai leadership commence toujours par la personnalité. C'est pourquoi quelqu'un comme Billy Graham est en mesure d'attirer à lui de plus en plus d'adeptes avec les années. Les gens peuvent sentir la profondeur de sa personnalité. 2. Les relations. Qui ils connaissent. Vous êtes un leader uniquement si vous avez des suiveurs, et cela exige toujours le développement de relations avec les autres. Plus profondes sont vos relations, plus fort sera votre potentiel de leadership. Dans ma carrière, à chaque fois que je suis entré dans une nouvelle position de leadership, j'ai immédiatement commencé à construire des relations. Établissez suffisamment de bonnes relations avec les bonnes personnes et vous deviendrez le vrai leader de l'organisation. 3. La connaissance. Ce qu'ils savent. L'information est vitale pour un leader. Vous avez besoin d'une compréhension des faits, des enjeux et de l'agenda, ainsi qu'une vision pour l'avenir. La connaissance à elle seule ne fera pas de quelqu'un un leader, mais sans connaissance, personne ne peut le devenir. Chaque fois que j'ai occupé un poste dans une nouvelle organisation, j'ai toujours passé beaucoup de temps à faire mes devoirs avant de prendre le leadership. 4. L'intuition, ce qu'ils ressentent. Le leadership exige plus que de comprendre et de maîtriser les données. Le leadership exige la capacité de transiger avec toutes sortes d'éléments intangibles. En fait, c'est souvent l'une des principales différences entre les gestionnaires et les leaders. Les leaders cherchent à reconnaître et à influencer les intangibles comme l'énergie, le moral, le calendrier et le momentum. 5. L'expérience. Où ils ont été. Plus les défis que vous avez relevés dans le passé sont grands, plus les gens seront portés à vous donner une chance aujourd'hui. L'expérience ne garantit pas la crédibilité, mais elle incite les gens à vous donner une chance de prouver que vous êtes capable. 6. Les succès passés, ceux qu'ils ont réussi. Rien n'est plus convaincant qu'un bon bilan. Quand j'ai occupé mon premier poste de leadership, je n'avais pas d'antécédents. Je ne pouvais pas utiliser mes succès passés pour convaincre les gens de croire en moi, mais à mon deuxième emploi, j'avais un bilan positif. À chaque fois où je me suis dépassé, où j'ai pris un risque et réussi, les suiveurs avaient des raisons supplémentaires de faire confiance à mon aptitude au leadership et d'écouter ce que j'avais à dire. 7. La capacité, ce qu'ils peuvent faire. L'essentiel pour les suiveurs est ce qu'un leader est capable de faire. Ils veulent savoir si cette personne peut mener l'équipe à la victoire. En fin de compte, c'est pour cette raison que les gens vous écouteront et vous reconnaîtront comme leader. Dès qu'ils ne croiront plus en vous, ils cesseront d'écouter et de vous suivre. Le leadership sans influence.
J'admire et je respecte le leadership de mon excellent ami Billy Bells, le pasteur principal de Willow Creek Community Church de South Barrington dans l'Illinois, la plus grande église d'Amérique du Nord. Bill dit qu'il croit que l'Église est l'entreprise exigeant le leadership le plus intensif de la société. Beaucoup d'hommes d'affaires de ma connaissance sont surpris quand ils entendent cette déclaration, mais je crois que Bill a raison. Sur quoi repose sa conviction? Le leadership attaché à un poste ne marche pas dans des organisations de bénévoles. Parce qu'un leader n'a pas de prise ou d'influence, il est inefficace. Dans d'autres organisations, la personne qui occupe un poste a une influence incroyable. Dans les forces armées, les leaders peuvent utiliser leur grade et, si rien n'est fait, coller les gens au trou. Dans le monde des affaires, les patrons ont une influence énorme sous la forme du salaire et autres avantages. Les suiveurs sont plutôt coopératifs quand leur gagne-pain est en jeu. Mais dans les organisations de bénévoles, telles que les églises, la seule chose qui marche est le leadership sous sa forme la plus pure. Les leaders n'ont que leur influence pour les aider. Et comme l'a observé Harry à Overstreet, l'essence même de tout pouvoir d'influencer réside dans l'obtention de la participation de l'autre personne. On ne peut pas obliger les suiveurs dans les organisations de bénévoles à monter à bord. Si le leader n'a aucune influence sur eux, alors ils ne suivront pas. Récemment, lors d'une rencontre où je parlais devant un groupe de présidents et de chefs d'entreprise, un participant m'a demandé mon avis sur la manière de trouver les meilleurs leaders dans son organisation. Je lui ai conseillé de demander aux candidats de diriger une organisation de bénévoles pendant 6 mois. Si ces leaders sont capables de convaincre les autres de les suivre sans aucun incitatif, de recruter d'autres employés comme bénévoles pour servir leur communauté, de donner leur temps à Centraide United Way, et plus encore, alors vous saurez qu'ils peuvent influencer les autres. C'est une démonstration claire d'une véritable aptitude au leadership. De commandant à simple soldat et de simple soldat à commandant suprême. Une de mes histoires favorites qui illustre la loi de l'influence concerne Abraham Lincoln. En 1832, des années avant qu'il ne devienne président, le jeune Lincoln rassembla un groupe d'hommes pour combattre pendant la Black Hawk War. À cette époque, la personne qui rassemblait une compagnie de volontaires pour la milice devenait souvent son leader et portait un grade de commandement. Dans le cas présent, Lincoln avait le grade de capitaine. Mais Lincoln avait un problème. Il ne connaissait rien à la vie militaire. Il n'avait acquis aucune expérience dans ce domaine et ne connaissait rien à la tactique. Il avait du mal à se souvenir des procédures militaires les plus simples. Par exemple, un jour, Lincoln était en train de faire avancer environ 2 douzaines d'hommes à travers un champ quand il eut besoin de les guider pour passer une barrière pour accéder à un autre champ. Mais il n'y arriva pas. Racontant plus tard l'incident, Lincoln dit « Je n'arrivais absolument pas à me rappeler le commandement requis pour mettre ma compagnie en file indienne. Finalement, en nous rapprochant de la barrière, j'ai crié « Cette compagnie peut rompre les rangs pendant 2 minutes et se reformer à nouveau de l'autre côté de la barrière. » Au fil des jours, le niveau d'influence de Lincoln sur les autres hommes de la milice se mit en fait à décroître. Alors que les autres officiers faisaient leurs preuves et montaient en grade, Lincoln s'aperçut qu'il allait dans la direction inverse. Il avait débuté avec le titre et la position de capitaine, mais cela ne lui fit guère de bien. Il n'arrivait pas à surmonter la loi de l'influence. Vers la fin de son service militaire, Abraham Lincoln trouva sa place légitime en atteignant le grade de simple soldat. Heureusement pour Lincoln et pour le sort de notre pays, il surmonta son incapacité à influencer les autres. Sa carrière militaire fut suivie par des passages sans éclat dans le corps législatif de l'État de l'Illinois et à la Chambre des représentants des États-Unis. Mais avec le temps et beaucoup d'efforts et d'expérience personnelle, il devint une personne ayant une influence et un impact remarquables. Voici mon proverbe favori sur le leadership. Celui qui croit mener, mais n'a pas de suiveur, ne fait que se promener. Si vous n'arrivez pas à influencer les autres, ils ne vous suivront pas. Et s'ils ne veulent pas vous suivre, vous n'êtes pas un leader. C'est là la loi de l'influence. Quoi que l'on puisse dire, souvenez-vous que le leadership, c'est avoir de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Mettre en pratique la loi de l'influence dans votre vie. 1. Parmi les mythes cités dans le présent chapitre, quel est celui auquel vous avez particulièrement cru par le passé? Le mythe du management, de l'entrepreneur, de la connaissance, du pionnier ou bien celui du poste? Pourquoi étiez-vous plus sensible à ce mythe à votre avis? Quel impact a-t-il eu sur votre perception du leadership jusqu'à présent? Quelles sont les actions que vous devriez adopter afin d'élever la qualité de votre leadership?
2. Sur quel facteur de persuasion comptez-vous le plus lorsqu'il s'agit de convaincre les gens de vous suivre? Pour chacun des 7 facteurs ci-dessous, attribuez-vous une note selon une échelle de 1 à 10. 1 signifie que le facteur est insignifiant, alors que 10 indique un facteur sur lequel vous vous appuyez régulièrement. Personnalité. Qui êtes-vous? Réseau de relations. Qui fait partie de votre réseau? Connaissance. Que savez-vous? Intuition. Que ressentez-vous? Expérience. Quel est votre cheminement? Réussites antérieures. Qu'avez-vous accompli? Aptitude. Que pouvez-vous faire? Comment pourriez-vous améliorer ou utiliser d'une manière plus efficace les facteurs dont le résultat était plus faible? 3. Ciblez un organisme sans but lucratif pour lequel vous consacrerez bénévolement de votre temps. Choisissez une cause qui vous tient particulièrement à cœur et en laquelle vous croyez, par exemple un établissement académique, une soupe populaire ou encore un projet communautaire, et offrez-leur gracieusement votre temps et votre énergie. Si vous croyez que vous possédez des aptitudes en leadership, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour en tenter l'expérience? Vous apprendrez ainsi à diriger par l'influence.